ADS, Parti africain pour la démocratie et le socialisme. Merci d'être venu au grand jury. C'est moi qui vous remercie encore une fois de plus de votre invitation sur ce plateau du grand jury. J'en profite pour saluer toutes les auditrices et tous les auditeurs de RFM. Alors, Mamoudou Diop Decroix, alors que le pape François a été inhumé hier à Rome, la communauté catholique, même en deuil, l'archidiocèse de Dakar, en tous les cas, se dirige vers un événement heureux. Dans la communion, les fidèles de Dakar vont accueillir et installer leur nouvel archevêque, Monseigneur André Gueye, qui remplace Monseigneur Benjamin Ndiaye. Ainsi va la vie, avons-nous envie de dire. Mais deux questions en une. Le rappel à Dieu du pape François, qu'est-ce que vous retenez de son pontificat et comment avez-vous accueilli le départ de Monseigneur Benjamin Ndiaye et l'arrivée de André Gueye? La disparition du pape François a été ressentie péniblement, je pense, par en tout cas tous les Africains. On n'oubliera jamais son célèbre discours, je crois c'était au Congo, Kinshasa, quand il a demandé aux puissances étrangères vraiment de laisser l'Afrique respirer. C'était quelque chose de très très profond. Moi, sur ma page Facebook, j'ai présenté des condoléances à la communauté catholique, à tous les chrétiens de la planète. Et j'ai rappelé que le pape était un ami de l'Afrique et de la Palestine, un ami des pauvres. Et ça, je pense que c'est un avis universel. Tout le monde dit la même chose. Monseigneur Benjamin, aussi, je le connais très bien, nous nous connaissons. Nous allons régulièrement le voir. Nous allions régulièrement le voir quand le pays était agité. Il nous écoutait avec une grande ouverture. Il avait une grande écoute. Il a une grande écoute. Puis il y a une sagesse qui se dégage de sa personnalité. Nous avons beaucoup de respect et d'admiration pour lui. Bon, donc il faut souhaiter la bienvenue peut-être à Monseigneur André Gueye. Souhaiter que sa mission soit remplie de succès et de satisfaction pour les fidèles, mais aussi pour tous les Sénégalais avec qui il partage la même patrie. Deux événements douloureux et heureux qui sont portés par toutes les communautés. Preuve que nous devons tenir à bras le corps notre vivre ensemble sans lequel la stabilité du pays est menacée. Oui, tout à fait. Je pense que le Sénégal, quoi qu'on dise, Georges, est un pays... quand on dit, je ne vais pas jusqu'à dire béni des dieux, ce serait très prétentieux, mais je crois qu'on a des caractéristiques, des particularités qu'on ne voit pas très souvent dans beaucoup de pays de la planète. J'ai un compagnon qui s'appelle Al-Ousseynou Cissé. Nous avons été exclus ensemble de l'université, enrôlés de force dans l'armée. C'est lui qui a été tué à Santhiaba Mandiack. Il est enterré au cimetière de Ziguinchor, où les musulmans et les chrétiens coexistent, sont enterrés ensemble. Ça, c'est le Sénégal. On rappelle souvent la famille de Monseigneur... le cardinal Thiandoum. Voilà. Monseigneur Thiandoum, dans sa famille, vous avez des imams et un archevêque. Et une mosquée même à côté de la maison. Alors, c'est ça le Sénégal. Et donc, c'est un legs. On a une responsabilité. Il ne s'agit pas juste de prendre acte de ça. C'est un legs que c'est un témoin que nous recevons et que nous devons passer aux générations suivantes. Donc, c'est une responsabilité. C'est pour ça que nous, dans notre parti, nous appelons tout le temps à un grand rassemblement. Il faut, le président d'ailleurs le dit également, l'unité et la cohésion nationale. C'est là-dedans qu'on peut effectivement d'ailleurs atteindre les objectifs de l'agenda Sénégal 2050. Alors, ce désir de stabilité que nous avons évoqué tout à l'heure avait conduit les anciennes autorités du fait de la crise qu'on a connue entre 2021 et 2024 à faire voter une loi d'amnistie. Loi polémique, les nouveaux tenants du pouvoir avaient promis son abrogation, puis une annulation ou une abrogation partielle, mais au final, une loi interprétative qui a fait l'objet d'un recours devant le Conseil constitutionnel qu'il a déclaré non conforme à la Constitution. Décision
diversement appréciée selon le camp auquel on appartient. Vous, quelle lecture faites-vous de la décision rendue par le Conseil constitutionnel? Alors, donc, j'ai un motif de satisfaction, un motif de préoccupation et une modeste contribution. Le motif de satisfaction, c'est que, contrairement à ce que vous dites là, vous dites que c'est diversement apprécié. Bon, c'est une façon peut-être de parler, parce que finalement, pour une fois, une décision de justice a été quasi unanimement appréciée, même si c'est à partir d'angles divers. Justement. C'est ça qu'il faut retenir et s'en féliciter. Pour une fois, ça arrive très rarement une décision parce que par définition, une décision de justice, c'est pour partager. Forcément, vous avez quelqu'un qui gagne et vous avez quelqu'un qui perd. Mais dans ce cas-ci, ce que j'observe, ce que nous observons tous, ceux qui avaient voté cette proposition de loi interprétative se disent satisfaits. Et parce que justement, les objectifs qu'ils visaient, ils l'ont atteint à travers la décision et les précisions du Conseil constitutionnel. C'est donc la majorité parlementaire actuelle. L'opposition qui avait déposé un recours auprès du Conseil constitutionnel estime qu'elle a été suivie par le Conseil constitutionnel. Donc, tout le monde est satisfait. Il faut s'en féliciter. Et je crois que le reste, ça va être, comme je dis toujours, la pratique étant le critère de la vérité. C'est dans les semaines et les mois à venir qu'on verra très concrètement quel a été le sens concret de cette décision. Pour l'instant, il faut s'en féliciter puisque les protagonistes s'en sont félicités, chacun de son côté. Étiez-vous favorable à une... Maintenant, la préoccupation que j'ai, c'est que pour une fois que les uns et les autres se félicitent de la décision de justice, je ne vois pas pourquoi il faut continuer encore ce débat qui n'a pas plus de sens, à mon avis. Chacun se dit satisfait, passons à autre chose. Étiez-vous favorable à une abrogation ou vous vous dites que la situation valait une loi d'amnistie, surtout que dans son considérant 20, le Conseil constitutionnel indique que la loi d'amnistie ne présentait aucune ambiguïté? Oui, non, en fait, bon, d'abord moi, j'avais été interrogé par un de vos confrères sur un plateau de télévision avant même que cette loi ne soit votée. J'avais dit que, de mon point de vue, ça aurait été indiqué d'en parler, de discuter pour voir un peu comment cette loi allait être votée. Ça n'a pas été le cas. C'était difficile aussi, il faut bien le dire. Regardons la réalité en face. À l'époque, c'était extrêmement difficile aux deux, j'allais dire, camps qui s'affrontaient de s'asseoir pour discuter. Bref, ça a été fait dans les conditions que nous savons. Personnellement, je ne souhaite pas qu'on continue encore à remuer la plaie, à continuer d'en parler. Pour moi, ce n'est vraiment pas nécessaire. Je constate simplement que les craintes qui avaient été exprimées par le député Amadouba qui a proposé cette loi en accord avec son parti, avec sa majorité, ces craintes-là ont été dissipées par le Conseil constitutionnel. Et je note également que l'opposition qui avait déposé le recours estime que le Conseil constitutionnel a tenu compte de ces préoccupations. La question est réglée. Le reste, on va voir dans les semaines et les mois à venir comment les choses vont se passer. Cette loi d'amnistie, est-ce qu'elle avait trouvé votre assentiment à l'époque? Non, moi j'ai dit, vous savez, on ne peut pas en toute chose avoir des positions. Ça, ce n'est même pas éthiquement correct. Moi, je suis plus député. Je n'ai pas suivi cette affaire. J'avais simplement dit qu'il fallait, à mon avis, s'asseoir et discuter de ça. Bon, ça n'a pas eu lieu. Le président Macky Sall lui-même avait déjà dit, je fais voter, qu'on soit d'accord ou pas d'accord, que lui, il a décidé de faire voter cette loi. Bon, voilà, il l'a fait voter, ça a produit ce que cela a produit. Maintenant, il faut tourner la page, laisser le reste à la justice et aux personnes qui considèrent qu'elles ont été quand même victimes de ce qui s'est passé. Le Conseil constitutionnel a bien rappelé
que toutes ces personnes-là, toutes ces victimes-là avaient le droit, effectivement, de saisir la justice. Et la proposition de loi avait dit non, nous c'est ce qu'on voulait, que la justice leur donne, disons, les déclare victimes et que ce qui doit être fait soit fait. Alors, cela nous amène à parler de l'Assemblée nationale, dont le fonctionnement, vous l'entendiez chaque fois, dont le fonctionnement a été décrié, une assemblée, disait-on, aux ordres de l'exécutif, au point que l'on promettait une institution de rupture. Cette rupture, comme le Diop de Croix, l'avez-vous constatée maintenant? On ne peut pas encore parler de rupture ou de non-rupture. L'Assemblée, les élections ont eu lieu le 17 novembre, l'Assemblée a été installée, je crois, en décembre. Elle s'est occupée du budget, elle s'est occupée de la déclaration de politique générale, elle s'est occupée de son installation déjà en tant que telle, etc., etc. Et bon, entre-temps, donc il y a eu, elle a installé la haute cour de justice. Donc elle a fait quand même ce qu'elle pouvait faire en quelques mois. Donc on est en avril. Bon, entre janvier, février, mars, avril, voilà, elle a fait ce qu'elle avait à faire. Toute autre assemblée aurait fait la même chose. Hormis peut-être la question de la loi d'interprétation, puisque bon, peut-être que dans un autre contexte, cette question ne se serait pas posée. Mais enfin, une assemblée doit s'installer dans le contexte historique où elle a été élue. C'est le budget. Une assemblée doit se prononcer sur un budget. Ensuite, l'exécutif en général, au lendemain d'élections législatives, l'exécutif en général revoit un peu son calendrier en rapport, dans le cadre du nouveau rapport de force qui se dessine à l'Assemblée nationale, etc. Ce sont, à mon avis, ces réglages, on va dire, qui étaient à l'ordre du jour jusqu'ici. Mais pour certains, ce sont les hommes qui ont changé. On a l'impression que ce sont les hommes qui ont changé, mais pas les habitudes. Si je dis, c'est par rapport à la majorité mécanique, aux discours, aux allures de règlement de compte. C'était votre question. Je précisais le contexte. Oui. Bon, je précisais le contexte pour ensuite répondre à cette question. Allez-y. Parce que le contexte fait partie aussi de la réponse. Maintenant, moi, j'attends de cette nouvelle Assemblée une relecture de la législation actuelle. J'avais même dit qu'il faut une déconstruction de la législation actuelle. Parce que, quoi qu'on dise, depuis 1960, la législation sénégalaise est une législation qui a servi, qui a construit, qui a consolidé ce que nous avons toujours appelé le système néocolonial. Quand on se battait contre le système néocolonial, c'était plusieurs décennies avant l'apparition de Pastef. D'accord? Donc, nous sommes dans cette logique-là qui est que il faut changer la législation et mettre en... Parce que, mais partout où vous allez, les gens du peuple, ils considèrent que ce qui se passe, c'est pas leur affaire. Ça, nous le savons tous, nous l'avons vécu. Par conséquent, il faut arriver à construire des institutions dans lesquelles le peuple se reconnaît. Pour que les gens puissent dire, ah non, maintenant ça c'est nous, c'est notre affaire. Ce n'est pas jusqu'ici le cas et je crois que la convocation du dialogue et les ambitions exprimées par le président de la République vont dans ce sens-là. Et donc, en réponse, l'Assemblée nationale a du pain sur la planche, elle va, à mon avis, faire son travail. Il y aura des erreurs, il y aura des hauts, des bas, mais je pense que les gens feront le travail. Et puis bon, le peuple est là aussi pour observer. Une assemblée qui risque de battre le record de levée d'immunité parlementaire et de mise en accusation, normal diriez-vous au regard de la situation dans laquelle Pastef a trouvé le pays? L'ancien régime s'en défend. Non, quelqu'un m'a posé la question, oui, cette assemblée-ci va dépasser le nombre de députés de levée d'immunité parlementaire. Mais où est le problème? Je ne vois pas le problème, bien au contraire. Si des conditions existent qui exigent que des immunités parlementaires doivent être levées,
elles sont levées. Je signale que la législature de 2012, avant qu'elle ne fasse 3 mois, il y a des députés dont on a levé l'immunité parlementaire par procédure d'urgence. Et pendant toutes les 5 années, ils n'ont jamais été convoqués ni interpellés sur quoi que ce soit. Ça s'est passé. Donc là, les levées d'immunité parlementaire concernent en général des personnes qui sont poursuivies à partir, pour l'essentiel, je crois, de la CENTIF. Le cas de Farba Ngom. La CENTIF qui saisit le pôle judiciaire financier, etc., etc. Donc, c'est un travail qui incombe à l'Assemblée nationale quand il s'agit de députés, parce qu'il y en a d'autres qui ne sont pas députés et qui sont également interpellés. Donc, c'est un travail tout à fait normal. Moi, vraiment, le fait même que ça... Bon, c'est normal, on est en politique. Mais il y a également les dossiers en relation avec le rapport de la Cour des comptes sur la gestion des finances publiques, le fonds Force Covid-19, le rapport de la CENTIF, vous l'avez dit. À mon avis, c'est globalement ce qu'on appelle la reddition des comptes. Voilà, les nouvelles autorités ont appelé ça la reddition des comptes. C'est une décision, à mon avis, stratégique, qui consiste au fond à passer à l'action sur des questions qui ont toujours été laissées en rade. Voyez, moi je salue cela avec beaucoup de chaleur. Écoutez, Georges, depuis 1960, tous ceux qui se sont opposés aux différents régimes ont eu, parmi d'autres revendications, la moralisation de la vie publique. Les gens ont dénoncé la corruption, la prévarication, la concussion, tout le temps. Ceux qui s'opposaient à Senghor l'ont fait. Nous, on était des étudiants. Bon, on s'est opposés à Senghor sur cette base. À l'époque, il n'y avait ni journal, ni télé, ni radio, ni réseaux sociaux. Mais nous, on faisait un journal clandestin pour dénoncer, justement, les tares du régime de Senghor. Et heureusement, par la suite, les moyens de communication on a eu une explosion médiatique au fur et à mesure jusqu'à cette période-ci où ce sont les réseaux sociaux. Tous les acteurs politiques ont eu à dénoncer ça. Sous Senghor, ceux qui étaient contre Senghor, sous Diouf, ceux qui étaient contre Diouf, sous Wade, ceux qui étaient contre Wade, sous Macky Sall, ceux qui étaient contre Macky Sall. Une explosion médiatique qui a démarré avec le discours de la boule. Pour le Sénégal, non. Pour les radios privées, je veux dire. Pour le reste, François Mitterrand, c'est le discours de la boule. Ça, c'était tous les pays qui n'avaient pas de multipartisme, de démocratie, etc., etc. Bon, le Sénégal n'était pas concerné. Hissène Habré avait rejeté le discours de Mitterrand. On a vu ce qui lui en a coûté. Mais ça montre simplement l'existence de la France-Afrique et de la responsabilité des leaders africains de couper ce cordon ombilical qui a toujours existé. Alors, je reviens donc sur cette reddition des comptes pour dire que à partir du moment où, à chaque étape historique, les gens ont affirmé que le pays était gangréné par la corruption et la concussion et la malgouvernance, mais jamais on ne s'est mis à combattre cela. Regarde, je prends parce que je reviendrai sur la Covid-19, mais le Caire 86, vous étiez là, Georges. Même les mamans qui vendent les cacahuètes dans la rue, mais ont cotisé. On cotisait 10 francs. Pour aider l'équipe nationale à la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations au Caire en 1986. J'en parlais avec quelqu'un que vous connaissez bien, c'est votre génération. Il m'a dit, moi, à l'époque, j'étais à l'école primaire. Le maître nous avait organisé, on était je sais pas combien dans la classe, chacun a donné 10 francs. Caire 86, même les élèves de l'école primaire ont cotisé. Mais l'argent a été dilapidé. On en a parlé, voilà, quelques jours, quelques semaines, et puis c'est terminé. Plus tard, on a connu le scandale de 2002. Le Sénégal a fait l'exploit d'aller en quart de finale de la Coupe du Monde. On dit l'exploit, mais je pense que cette équipe pouvait aller même en demi-finale. Bref, le Sénégal a brillé à la Coupe du Monde. Mais
le revers de la médaille, c'était aussi une gabegie, une gestion gabegique vraiment des moyens. C'était aussi un scandale financier, on en a parlé. Mais pour quelques jours, quelques semaines après, c'est terminé. Alors, maintenant, avec le Covid-19, c'était pire. Parce que là, c'est des vies. Là, c'est des vies, des gens qui meurent, etc., etc. On a sorti beaucoup d'argent et l'argent a été dilapidé. C'est ce que dit le rapport de la Cour des comptes. Donc, avec tout cela, les nouvelles autorités disent, nous, on va faire ce qui n'avait pas été fait auparavant. On veut le faire. On s'engage dans la lutte pour la reddition des comptes. Mais il faut s'en féliciter. Oui ou non? Mais certains, attendez. Sur certains dossiers, certains voient la main de l'exécutif. Attendez. D'abord, la main de l'exécutif. Mais c'est eux qui ont dit, avant d'être élus, si nous sommes élus, on va organiser la reddition des comptes. Mais ça, c'est une décision politique, c'est pas une décision de la justice. Et c'est comme ça que ça doit se passer. Parce que si demain un autre régime qui n'en veut pas arrive aux affaires, mais ça s'arrêtera. Parce que justement, il y a ce rapport-là entre l'exécutif et la justice par le biais du parquet. Alors, donc, mais cela mettre sur la table, Monsieur Decroix, Monsieur Diop plutôt, les propos de Sonko sur Farba Ngom, ses propos sur le ministre de la Justice, par prolongement donc sur le parquet, la sortie du chef de l'État, estimant que c'est aux citoyens de mettre la pression sur la justice. Est-ce qu'un PM, est-ce qu'un président doit dire ça, même si c'est évident? Alors, vraiment, pourquoi vous dites qu'il y a une pression? Pourquoi vous le dites? Quel est l'élément concret et pratique qui vous dit qu'il y a une pression sur la justice? Vous n'en avez pas. C'est le président qui a dit que c'est aux Sénégalais, aux citoyens de mettre la pression sur la justice. Vous n'en avez pas. C'est parce que on le dit. Moi, vous savez, moi je ne défends pas le diable. Moi je regarde les faits. Et quand les faits prouvent quelque chose, j'ai le courage de le dire. Il y a aujourd'hui une juridiction qui s'appelle le pôle judiciaire financier, qui a remplacé la CREI. La CREI, la Cour de répression lancement illicite, qui est une juridiction d'exception, qui est vraiment la juridiction politique par excellence, où l'exécutif passe pour condamner comme il veut des opposants politiques. Cette juridiction-là a corrigé la CREI. On ne peut plus vous accuser, vous, d'être le propriétaire du building administratif et de vous mettre en prison le temps que vous apportiez les preuves que vous n'en êtes pas le propriétaire. Si je vous accuse d'être propriétaire du building administratif, c'est à moi de fournir les preuves et non à vous. Ça, c'est l'inversion de la charge de la preuve. Ensuite, le double degré de juridiction, la Cour de répression de l'enrichissement illicite ne reconnaît pas le double degré de juridiction. Si elle vous condamne, vous n'avez pas de cour d'appel, vous n'avez pas de cassation, il n'y a pas de cour suprême. Vous allez croupir en prison. Mais ça a été corrigé. La CREI a disparu. On a mis en place une juridiction normale, avec des juges d'instruction, etc., etc., etc. Mais ça, il faut reconnaître, c'est l'œuvre de l'ancien régime. Alors, c'est bien. Si c'est l'œuvre de l'ancien régime, c'est le nouveau régime qui l'a installé. Moi, sous l'ancien régime, j'avais ce point de vue sur la nécessité d'un pôle judiciaire financier. Alors, cette cour, elle est en place. Elle fonctionne, elle convoque des gens. Et on parle de pression. Où est la pression? Non. Moi, vraiment, je suis d'accord. On est en démocratie. Moi, même, j'ai un ami qui a tué. Et je peux le soutenir. Je ne vais pas dire qu'il n'a pas tué, mais je peux le soutenir. Parce que c'est un ami. Mais de là à dire que non, la justice ne doit pas fonctionner quand il s'agit de mon ami, mais elle peut fonctionner quand il s'agit de mon adversaire, ça ne peut pas marcher. Alors aujourd'hui, l'année PASTEF, Mamoudou Diop Decroix, l'année de PASTEF au pouvoir, est-ce qu'elle vous satisfait? Quelle est votre évaluation de la gouvernance de l'actuel régime? Oui, alors, j'ai dit que quand vous jugez un régime sur une année, il y a des réalisations qui sont faites. Mais quand vous dites les réalisations, comme tout à l'heure d'ailleurs, avec le pôle judiciaire financier, et les autres disent non, c'est nous, ce sont nos réalisations. Ceux qui étaient là disent ça. Alors, vous n'allez pas
Et c'est courant au Sénégal. Attendez. Vous n'allez pas entretenir un débat sempiternel sur ça. Par contre, quelles sont les bifurcations? C'est ça qui est fondamental. Est-ce que ceux qui sont arrivés, ils font la même chose que ceux qui étaient là sur des questions clés qu'il faut repérer? Est-ce que c'est le cas? Ou pas? Alors, donc, quand vous regardez ça, vous pouvez en tirer une conclusion. La première, le premier indicateur fondamental, c'est ce dont nous discutons, cette reddition des comptes qui n'a jamais existé. Alors que tous les Sénégalais vous disent, les gens, ils bouffent l'argent du pays. Jamais on a organisé une reddition des comptes. Eux, ils sont en train d'organiser la reddition des comptes. Même si on dit c'est politique, etc., etc. Ça, c'est la jurisprudence, c'est la juridiction en place qui le montrera plus tard. Puisque ce n'est pas encore. On avait vu la même chose. On avait vu la même chose avec la crise. Si je ne termine pas, parce que vous avez posé la question du bilan, je suis en train d'expliquer. Donc, cette question de reddition des comptes dans une juridiction normale, en ayant éliminé cette juridiction d'exception, pour moi, c'est une bifurcation fondamentale. Parce que là, ceux qui le font, les nouvelles autorités qui organisent cette reddition des comptes, elles n'ont pas dans la tête que demain, elles peuvent passer. Donc ça veut dire que c'est la décision de mettre en place un nouveau rapport avec l'État, un nouveau rapport avec les biens publics. Et ça, pour moi, c'est décisif. OK? Ça, c'est une première bifurcation. La deuxième bifurcation, c'est ce discours de vérité avec le peuple. Quand le Premier ministre a dit, attention, nous avons fait l'audit des comptes publics, mais franchement, la situation est pire qu'on ne le pensait. Et il a donné des statistiques. Certains ont approuvé, d'autres ont contesté. Mais la Cour des comptes est venue confirmer ce que le gouvernement avait dit. Donc, cette décision de regarder le peuple les yeux dans les yeux et de leur dire, et de lui dire, voici la situation réelle du pays, pour moi, est une bifurcation qui est fondamentale. Et ça va être désormais un rapport très clair. Et certains ont dit, oui, les bailleurs vont partir. Aucun bailleur ne quittera le Sénégal. Le Sénégal a une particularité, le temps ne nous permet pas de développer, mais j'avais déjà dit, en septembre déjà, qu'aucun bailleur ne partira, bien au contraire. Ils chercheront à trouver des solutions avec le Sénégal, et aujourd'hui c'est le cas. Avec le FMI, la Banque mondiale, quant aux autres, ça n'a pas changé le rapport avec le Sénégal. D'accord? C'est une bifurcation importante. Maintenant, du point de vue des grandes questions de développement, l'agriculture, le secteur primaire, mais il y a des innovations fondamentales. Par exemple, le mouvement coopératif. Le mouvement coopératif, pour l'essentiel, a disparu depuis Senghor et Abdou Diouf. Aujourd'hui, le nouveau régime est en train de lancer un nouveau mouvement coopératif. Et je pense que si ceux qui réfléchissent sur ça, les stratégies de mise en place, d'organisation, d'animation, etc., si c'est bien fait, mais ça va être une révolution dans le secteur primaire. Moi, je parlais avec le président de l'Union nationale des mareyeurs du Sénégal, qui me parlait des coopératives de pêcheurs. Moi, j'ai des proches qui sont dans le mouvement des coopératives paysannes. Il y en a qui sont dans le mouvement des coopératives d'éleveurs, etc., etc. Je crois que le Premier ministre a annoncé à Koumpentoum, je crois, plusieurs milliers de coopératives qu'ils envisagent de mettre en place. Mais ça, c'est une révolution si c'est mené correctement. Parce que on dit il faut de l'emploi, il faut, etc., etc. Mais l'emploi ne peut pas être créé sans une machine économique capable de générer des emplois. Et la machine économique du Sénégal, je ne parle pas de Côte d'Ivoire ou du Gabon ou de chez vous, mais au Sénégal, pour avoir une machine économique qui fonctionne, il faut développer le secteur primaire, l'agriculture. Et c'est à travers ça qu'on va avoir une industrie lourde. Parce qu'on a du fer à la Falémé. On a dit 1 milliard de tonnes, ou un peu moins, autour de ça.
Mais on peut avoir une industrie lourde pour mécaniser l'agriculture. Il faut mécaniser les houes et les semoirs qu'on utilisait il y a 50 ans. C'est ça qu'il y a là, hein. Il faut changer ça. Et à ce moment-là, vous créez une industrie lourde. Et l'industrie de transformation de la production agricole, les produits agricoles, les viandes et les peaux, l'alimentaire, l'industrie alimentaire avec le poisson, etc., etc. Donc, pour moi, il y a là une volonté ferme, vraiment de construire une machine économique. C'est ce que j'ai constaté. Ça, c'est dans le domaine du développement. Voilà. Dans quel registre mettez-vous également les nombreuses arrestations pour délits d'opinion, les menaces? Pour certains, on glisse vers un régime d'autoritarisme. Alors, donc... Très rapidement, parce qu'on doit aborder d'autres questions. Oui, mais vous voyez bien que je n'avais pas abordé seulement le développement, j'ai abordé les questions éthiques, le discours de vérité et tout le reste. Maintenant, ça, ce sont des rapports avec l'opposition. Bon, moi, je ne voyais pas vraiment que après le 24 mars 2024, je ne voyais pas les rapports entre l'opposition et le pouvoir de cette façon. Moi, je pensais que les uns et les autres, on ferait l'effort d'une nouvelle approche de la politique, d'une nouvelle approche. Parce que mais la manière dont on fait la politique aux États-Unis ou au Japon ou en France doit être différente de la manière dont nous la faisons ici. Parce que nous sommes en retard. Au Sénégal, il y a des gens, quand ils ne peuvent pas manger à leur faim, il y a des gens nombreux, quand ils sont malades, ils ne peuvent pas se soigner. Il y a des gens qui ne peuvent pas aller à l'école. Ou quand ils vont à l'école ou quand ils ont des diplômes ou des métiers, ils ne peuvent pas trouver du travail. Mais ça, on doit faire les choses autrement pour y arriver. Bon, mais ça a continué. Ce que j'ai noté, c'est que cette dynamique d'opposition frontale qui a existé, on dit entre 2021 et 2024, pour aller vite. Mais bon, ça a toujours existé. Depuis 2012-2013, les autorités de l'époque s'étaient attaquées aussi au régime précédent. Donc sauf Wade quand même qui n'avait pas tapé sur le Parti socialiste. Alors, ça doit changer, mais en même temps, si vous décidez de mettre en place la politique de la reddition des comptes, mais l'opposition peut vous dire, vous n'êtes pas en train de faire de la reddition des comptes, vous êtes en train de faire un règlement de comptes. Seulement, ces arrestations ne concernent pas que des opposants. Oui, j'arrive. Il y a les influenceurs, comme on dit. Il faut distinguer ça. Voilà, c'est ça, ça permet de distinguer. Bon, parce que ce qu'on envoie en prison, c'est d'un côté des influenceurs, ceux qui sont sur les réseaux sociaux, et de l'autre côté, ceux qui sont poursuivis par le pôle financier judiciaire. Pour ce qui concerne les influenceurs, moi j'ai publié un article de presse sur cette question, la crise du débat politique au Sénégal et propositions. J'ai fait des propositions, je peux vous envoyer le lien, mais malheureusement, justement, voilà des questions dont on ne discute pas. Ah oui, la presse écrite a publié, certains sites ont publié cet article, crise du débat politique au Sénégal et propositions, mais maintenant, il faut arrêter ça. Je crois que si on n'arrête pas ça, mais on ne va pas s'en sortir. Donc vous êtes d'accord avec Ousmane Sonko pour sa tolérance zéro? Qu'est-ce qu'il appelle tolérance? Si cette tolérance zéro, c'est les discours de haine, comment on appelle ça, la diffamation, la diffusion de fausses nouvelles, etc. Si c'est ça, tolérance zéro, je suis pour la tolérance zéro, c'est clair et net. On a tellement de choses qu'on peut se dire. Si moi je suis contre Pastef et sa façon de gouverner, j'ai mille et une façon de le dire, mais je n'ai pas à aller insulter Moussa, et traîner Ngagne dans la boue, etc., etc. Mais ça doit cesser. Pas seulement pour ceux qui sont au gouvernement, ça doit cesser aussi pour ceux qui sont dans l'opposition. Il faut arrêter d'insulter les gens, quand même. Mais on a le Sénégal en partage. Tout le monde, nous tous, nous sommes d'accord, opposition, comme pour que ça ne va pas. Les gens, on ne vit pas bien. Mais quand même, on ne peut pas parler de ça. Mais est-ce que vous entendez sur les plateaux de télé parler de l'agriculture, parler de la pêche, parler de l'école, parler de la santé, parler
des conditions dans lesquelles vit le Sénégal aujourd'hui dans une sous-région en guerre, au Mali, au Burkina. Regardez ce qui se passe en Côte d'Ivoire. On va à des élections. Les principaux adversaires du président en place sont rayés des listes électorales. Et on me dit que c'est la justice. Non, non, attendez. Il faut qu'on arrête de nous tromper nous-mêmes. On en est là. Ici, je considère personnellement, vraiment, Georges, qu'on est en révolution. Tout ce qui se passait ici et qui a régulièrement été dénoncé, nous tous, on a dénoncé. Quand le PS était là, ceux qui n'étaient pas au PS ont dénoncé le PS. Quand le PS s'est retrouvé dans l'opposition, le PS et d'autres ont dénoncé Abdoulaye Wade. Quand le PDS était là, je dis, Macky Sall et les autres ont dénoncé le PDS. Quand Macky Sall est venu, nous qui étions dans l'opposition, on a dénoncé. Mais donc chacun a dénoncé. Maintenant, ce qu'on dénonçait là, on dit il faut combattre ça. Et certains disent non, 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 il faut... Non, il y a problème. Moi, c'est vraiment à ce niveau que j'exprime mes préoccupations, mais aussi mes espoirs. Parce que quand je dis qu'en Côte d'Ivoire, voilà ce qui est en train de se passer, on ne sait jamais. On ne sait pas qu'est-ce qui, avec éliminer Blé Goudé, éliminer Laurent Gbagbo, éliminer Guillaume Soro, éliminer Tidjane, comment il s'appelle encore, Tidjane Thiam, actuellement. On ne sait pas où ça va mener en Côte d'Ivoire. On est loin de ça. Donc il faut rendre grâce à Dieu, mais en même temps voir toute la marge de progression que nous avons à faire et s'engager. Justement, les rapports entre l'opposition et le pouvoir sous ce régime, vous l'avez déjà évoqué, cela nous amène à parler du dialogue national sur le système politique annoncé par le chef d'État, qui a d'ailleurs nommé un facilitateur en la personne du docteur Cheikh Gueye. Comment faire pour ne pas avoir un dialogue de plus? Bon, un dialogue de plus, on ne peut pas avoir un dialogue de plus. On ne peut pas avoir un dialogue de plus. Quand le président Salah a convoqué le dialogue, moi j'ai fait part de ceux qui étaient partis. Certains ont dit, ah non, le dialogue là c'est pour valider le 3e mandat de Macky Sall. Mais quand, au sortir du dialogue, Macky Sall a dit, je ne fais plus de 3e mandat. Ceux qui disaient que c'était pour valider le 3e mandat, ils n'ont pas... Vous voyez? Non, mais ça c'est normal. C'est vraiment, on est en démocratie, chacun dit un peu ce qu'il veut. Mais cette fois-ci, ça ira plus loin, forcément d'ailleurs, forcément. Parce que on a eu une pratique politique de 60 ans. Bon, les partis, je ne dirais pas 60 ans, c'est à partir de 81. Parce que quand même Senghor, lui, il n'y avait pas de parti, etc. Mais donc, il y a une expérience politique qui a été accumulée. Il y a des aspects assez positifs, mais il y a le fait que tout ça s'est déroulé, s'est déployé sous l'environnement du système néocolonial. Donc si nous voulons aller qualitativement plus loin, je ne dis pas quantitativement, aller qualitativement plus loin, il faut qu'on s'asseye et qu'on discute. Je pense que c'est le motif de la convocation de ce dialogue par le président de la République. Tous doivent répondre à l'appel, sans condition. Mais je ne vois pas quelles sont les conditions. C'est les TDR. Le président a dit, les TDR, c'est un projet. Chacun peut dire, peut mettre ce qu'il veut. Et on va en discuter. Voilà les conditions. Mais si c'est pour cette raison, je pense que je ne peux pas être catégorique, que voilà, tout le monde sera là, etc. Non. Mais je pense que peut-être l'essentiel des leaders politiques seront là. Parce qu'on discute du code électoral. Hein. Les conditions de dévolution démocratique du pouvoir, c'est de ça qu'on discute. Celui qui n'est pas là, il peut plus tard le regretter. Parce que ça va être très difficile de ne pas être là et d'exiger plus tard qu'on revienne sur les accords qui avaient été obtenus. Ensuite, il n'y a pas que ça. Il y a, à mon avis, c'est le nombre de partis, par exemple. Nous, quand le président Diouf reconnaissait les partis, vers juillet 81, et après, pendant 2-3 ans, les partis, il n'y en avait pas 15, hein, 15 ou 20 maximum. Aujourd'hui, on en est à plus de 300 partis. Ouais, il paraît qu'on est à plus de 300 partis.
Donc vous voyez vous-même qu'il y a problème. Il faut, Sénégal, on ne peut pas toujours tout mettre sur le dos de ceux qui gouvernent. Nous, citoyens aussi, je pense, nous avons le devoir de nous questionner. Moi, j'ai été ministre de la Communication. Je me souviens, quand la période de l'aide à la presse approchait, il y avait beaucoup de journaux que je voyais. Les gens, ils créent des journaux, ils s'arrangent, j'imagine, avec tous ceux qui sont autour, les services. Et je recevais beaucoup de journaux. Et après, les gens, ils étaient partants pour avoir leur part de l'aide. Ça, c'est le Sénégal. Bon, c'est aussi des stratégies, je pense, de lutte contre la situation. Parce que quand les gens, quand on est, je ne veux pas dire quand on est pauvre, en tout cas, quand ça ne va pas, on développe des stratégies de survie. Alors, moi, je crois que cette discussion-là, sur la base de ce que le président a dit, l'unité et la cohésion nationale, mais c'est important. Est-ce qu'aujourd'hui, qu'il y a une guerre commerciale dans le monde entre... On reviendra à cette guerre commerciale, mais vous, Mamoudou Diop Decroix, quel rôle pensez-vous jouer dans ce nouveau contexte politique? Moi, non, mais attendez, non, d'abord ça c'est prétentieux, que moi je n'ai aucune prétention à aucun rôle. Je suis un citoyen sénégalais, je puis accumuler une petite expérience politique et je passe mon temps quand même à m'exprimer, à me prononcer, j'écris beaucoup, j'interviens sur les plateaux, etc., etc. Je fais ce que je crois devoir faire. Mais c'est pourquoi je vous pose la question, parce que vous aviez appelé à voter PASTEF lors des législatives. Même à la présidence. À la présidentielle, justement, vous êtes toujours un allié, ou bien vous adoptez maintenant la posture d'un sage, un trait d'union entre les acteurs politiques au regard de votre parcours ayant traversé plusieurs étapes de l'histoire politique du Sénégal. Non, je ne cherche pas à jouer de rôle. Quand vous dites trait d'union, c'est comme si je jouais un rôle. Non, moi je ne joue pas un rôle. Mais vous pouvez être un sage. J'exprime des convictions profondes depuis toujours. Ça, vraiment, même quand j'étais étudiant, ça n'a pas, c'est ma nature. C'est ma nature. Je ne suis pas très favorable aux affrontements. Mais moi, je suis pour que les gens discutent. Et c'est ce que je dis. Je considère que ceux qui sont là, franchement, sont en train de faire des choses extrêmement importantes. C'est pour ça qu'on les soutient d'ailleurs. D'ailleurs, on n'utilise même pas le terme soutien. Parce que quand le Sénégal est à toi, Georges, à moi, à nous tous, si ceux qui sont là, je considère, notre parti considère que ce qu'ils sont en train de faire va dans le sens des intérêts fondamentaux du peuple, ce n'est pas une histoire de soutien, c'est une histoire de prendre parti dans ça. Nous sommes partie prenante de cette mouvance, de ce mouvement-là. Et nous le disons. Mais en même temps, il y a là-dedans, pour réussir, en tout cas cette ambition, ce que nous considérons comme une grande ambition, c'est effectivement, dans le cadre d'un large rassemblement, unir le pays tout entier. J'ai dit l'autre jour, on est 18 millions de Sénégalais. 10% c'est 1 800 000. 1% c'est 180 000. Est-ce que vous pensez, Georges, que ceux qui ont pillé le pays et qui doivent en répondre, ils font 180 000 personnes? Absolument pas. Donc, on a au moins 99% des Sénégalais, mais qui peuvent être unis autour de ce qui est en train de se faire. Maintenant, ça, c'est pas aux Sénégalais de courir vers le régime, c'est les autorités, ce sont les autorités qui doivent effectivement créer les conditions pour qu'il puisse y avoir ce large rassemblement. Ce ne sera pas, et je crois qu'aujourd'hui c'est clair, un rassemblement de partage du gâteau, ce sera un rassemblement autour des tâches concrètes de construction du pays. Nous, c'est à ça qu'on appelle, et c'est pour cette raison aussi qu'on est avec ces nouvelles autorités. Vous avez dit, vous prenez part, prendre part au point d'occulter la gauche à laquelle vous appartenez. Attendez, on parle du Sénégal, on ne parle pas des rangs et des places, on parle du Sénégal. Ce que je dis là, c'est le point de vue de la gauche. La gauche a toujours été contre trois choses et pour trois choses. Mais une gauche aujourd'hui dispersée. La gauche a toujours été contre l'impérialisme, la domination et l'exploitation. Aujourd'hui,
ceux qui sont là, ils travaillent pour l'indépendance politique du pays. On appelle ça souverainisme aujourd'hui. Avant, on ne disait pas souverain, on disait indépendance politique. Deuxièmement, la gauche est pour l'émancipation du peuple et contre l'exploitation. Aujourd'hui, tout ce dont nous avons parlé dans le secteur primaire montre qu'il y a un effort, en tout cas une volonté, d'assurer l'émancipation du peuple. Mais le troisième facteur, c'est l'unité africaine. Ils se sont prononcés dans l'opposition par rapport à cette question et aujourd'hui, ils s'inscrivent dans cette dynamique de réaliser l'unité africaine. Nous, ce sont ces trois préoccupations qui avaient fait qu'en 1973, dans la clandestinité, quand il n'y avait pas de parti, nous avons créé And Jëf Xare Bi. Et donc, c'est normal qu'aujourd'hui, on soit dans cette dynamique-là. Mais notre conviction fondamentale, c'est que quand vous avez cette ambition, vous devez avoir un parti puissant. Et vous devez, à côté de ce parti puissant, ou tout autour, avoir un large front uni pour construire le pays. Et vous plaidez toujours pour les retrouvailles de la gauche, l'unité de la gauche. Mais attendez, ce que je vous ai dit là, c'est ça, théoriquement, les fondements, en tout cas, de la gauche. La gauche, c'est ça, hein, ce sont ces trois facteurs. Et bon, pour une certaine gauche, le quatrième, c'est-à-dire la grande unité. Ceux qui s'inscrivent dans cette logique-là, ils sont là. Hein. La dernière fois, il y a eu une réunion à laquelle j'ai pris part d'ailleurs, avec différents courants, etc. Moi, je suis pour que tous ces courants-là, qui se sont battus, c'est des générations. Bon, beaucoup d'entre eux sont de ma génération ou un peu celles plus jeunes. Ils sont là avec énormément d'expérience. Ils sont partout dans tous les secteurs de la vie nationale. Ils doivent effectivement se mettre au travail. Maintenant, le reste, c'est, oui, les retrouvailles, etc. On est dans les anciens schémas. Non, 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 il faut changer d'approche. Il faut changer d'approche. C'est-à-dire que les partis politiques, les différences politiques, les nuances ne peuvent pas être des murailles de Chine. Bien. Moi, vraiment, ceux avec qui je peux établir une muraille de Chine, c'est ceux qui me disent que non, nous, on n'est pas capable de nous développer et il faut que les Blancs viennent régler nos problèmes. Ça, par exemple, je ne peux pas l'entendre. On termine avec la situation hors du Sénégal, plusieurs situations même, devrais-je dire. Vous avez évoqué les guerres chaudes, Israël à Gaza, Liban, les guerres en Afrique. Mais il y a également cette guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine à travers les droits de douane. Comment voyez-vous le Sénégal dans cette cacophonie? Merci. Merci. Donc, je pense que le préalable, c'est que nous restions unis. Stratégiquement, même si tactiquement, nous sommes différents. Ça, c'est important. Que nous puissions véritablement avoir une grande unité, une grande cohésion, pour maintenant faire face à ce qui est devant nous. Vous avez dit l'essentiel, hein? La guerre commerciale. On parle de centaines de milliards de dollars, de milliers de milliards de dollars qui s'envolent, qui se perdent, etc., etc., entre la Chine et les États-Unis. L'Europe elle-même, elle est déstabilisée. Actuellement, elle ne sait pas comment s'en sortir avec l'Ukraine et la Russie. Donc, on a aujourd'hui intérêt à repenser le monde d'une nouvelle façon et les postures que l'Afrique doit avoir par rapport à ces situations-là. Et là-dedans, bien sûr, le Sénégal. Alors, on a la guerre au Sahel. Le Mali est notre principal partenaire commercial. Le Mali est en guerre. Et on a parlé des menaces sur la Côte d'Ivoire, qui est la locomotive de l'UEMOA. Nous partageons le même franc CFA avec la Côte d'Ivoire. Donc, Georges, vraiment, les menaces sont là, elles sont sérieuses. Malheureusement, nous, là, j'ai entendu un de mes amis dire l'autre fois, le Sénégal peut être au bord du gouffre, mais jamais il ne sera dans le gouffre. Je souhaite qu'on s'éloigne du gouffre au lieu d'être au bord du gouffre. Et là-dessus, il y a des avantages. Hein. Par exemple, ce qu'ils appellent le China Plus One. Les pays qui ont les grandes entreprises, etc., qui utilisaient la Chine comme usine, comme les grands endroits où on dépose les entrepôts. La Chine était presque tout
pour l'Occident en matière industrielle. Aujourd'hui, certains ont développé la stratégie China Plus One. C'est comment, tout en ayant des entreprises en Chine, trouver dans le monde un pays où ils peuvent aussi délocaliser. Le Sénégal est très très bien placé pour les délocalisations. Donc tout n'est pas noir, je veux dire tout n'est pas sombre. Il y a aussi des éclaircies qu'on peut, effectivement, le Sénégal peut, les gens peuvent installer ici des usines, peuvent tout faire parce qu'on est proche de l'Europe, on est proche de l'Amérique latine et on est proche de l'Amérique du Nord, etc., etc., etc. Donc, moi, vraiment, c'est l'audace. On doit avoir de l'audace. Maintenant, la base de l'audace, c'est l'unité et la cohésion. Merci. Merci beaucoup, Georges. Merci, Mamadou Diop Decroix. Merci d'être venu au grand jury. C'est moi qui vous remercie. Mamadou Diop Decroix, ancien ministre, ancien député, secrétaire général de AJ-PADS. Merci à Abdou Thiam qui a assuré la partie technique. À dimanche prochain pour un autre numéro. Bon dimanche à toutes et à tous. RFM Midi. RFM Midi.